Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur l'IA, l'UX et l'expérience client jusqu'où où aller que je co-anime avec Lisa Le Pogam du Club Med. Alors on va tout de suite, on a un grand programme, on va tout de suite commencer par une première question, une question qui fâche, celle du retour sur investissement puisque d'après le State of AI Report de la société Appen, qui est un rapport barométrique qui existe depuis 2021, on est sur des ROI qui seraient déjà décroissants. La question qui est posée aux décideurs qui se projettent sur leur projet d'intelligence artificielle, c'est est-ce qu'ils ont constaté un ROI significatif? On voit que ça baisse. Une première hypothèse qui permettrait d'expliquer cela, ça serait peut-être que les projets prennent plus d'ampleur, donc sont plus à risque ou plus difficiles. On passe de l'expérimentation au passage à l'échelle. Donc ça pourrait être assez naturel. Cependant, ce que nous dit la société Appen, c'est que ils ont une autre hypothèse, donc ils constatent probablement avec d'autres éléments de l'étude, qui est que beaucoup de sociétés ont du mal à injecter dans les modèles et au travers des outils des informations qui soient structurées, qui soient significatives et qui ne soient pas éparses de façon justement à ce que ces modèles puissent rendre de l'information à valeur ajoutée et donc du ROI. Voilà, ça, c'est quand même intéressant de commencer là-dessus parce que le point important, évidemment, à travers le ROI, c'est aussi celui du gain de temps. Et donc, c'est notamment à travers ce prisme qu'on va regarder les choses. Si vous connaissez un petit peu les sujets d'intelligence artificielle, je pense que ça ne va pas vous surprendre, mais l'idée, c'est qu'on ne va pas regarder, encore que, tellement les outils d'intelligence artificielle pour remplacer la créativité des humains, mais plus pour nous faire gagner du temps. En tout cas, ça va être beaucoup notre prisme. Et puis justement, à propos de gain de temps, j'ai demandé à ChatGPT de me donner une définition de l'expérience utilisateur en français ou user experience ou UX. Et j'avoue, j'aime bien cette définition. Alors, c'est un extrait parce que comme vous vous en doutez, quand on demande, enfin, comme vous le savez, quand on demande à ChatGPT une définition, elle est généralement beaucoup plus longue que ça. Mais en tout cas, il y avait notamment ce chapeau que j'ai trouvé intéressant autour de l'idée de se concentrer sur la valeur perçue et vécue par l'utilisateur au-delà des fonctionnalités techniques d'un produit. C'est quelque chose voilà, qui me semble aller bien sur la substantifique moelle de ce qu'on essaie de faire au quotidien quand on s'intéresse à ses clients. Alors, après cette courte mise en bouche, eh ben on va se présenter un peu plus pour vous, voilà, euh, pour vous parler du sujet, pour cadrer le sujet, et puis ensuite on pourra regarder différents cas d'usage. On a identifié six qu'on a rangés à travers une échelle de maturité, et je te laisse commencer, Lisa. Bonjour à tous. Merci Pardon, de vous excuse-moi. être connectés. Donc moi c'est Lisa Le Pogam. Donc je suis Head of E-commerce et Self-Care au Club Med. J'y suis depuis 2020 et avant j'avais surtout fait du CRM. Donc voilà, c'est assez récent pour moi aussi l'univers du product. Et pour vous parler un petit peu du Club Med, bon, je pense que pour tout le monde, ça ring a bell quand on parle du Club Med. Leader des vacances all inclusive haut de gamme pour les familles, couples actifs, qui ambitionne de devenir la marque lifestyle la plus désirable du secteur hôtelier. Une promesse de marque finalement qui est à la croisée aussi des tendances sociétales et des attentes de nos clients sur le zéro charge mentale, le care, expérience sublimée. Pour revenir rapidement sur notre année 2024, une année un peu charnière au Club Med, avec la fin de notre montée en gamme qui a été initiée dans les années 2005. Donc maintenant, on a 100% de nos Club Med qui sont haut de gamme, donc avec soit notre gamme luxe, soit qu'on appelle maintenant premium. On est sur un chiffre d'affaires de 2 milliards, en hausse de 7% par rapport à 2023, pardon, et qui a été porté aussi par une stratégie marketing commerciale euh,
et digitale payante, notamment en maximisant la part de nos ventes directes, hein, qui est un petit peu le nerf de la guerre dans le secteur hôtelier, et qui a été pensé et designé par un service qui a été créé en 2015, qui s'appelle GMDT, pour Global Marketing Digital et Technologie. Qui rassemble vraiment l'ensemble des experts du marketing, de la data, du product, qui pensent en fait la stratégie digitale du Club Med de demain, et qui va aussi mettre en place l'ensemble des éléments pour l'exécuter et qui est au support aussi de l'ensemble de nos marchés, donc une quarantaine dans le monde, et de nos 68 resorts. Pour parler plus précisément du coup de mon service, donc voilà, j'ai fait un petit schéma pour expliquer un petit peu ce que j'ai sous ma supervision. Donc déjà juste le service dont je vous parlais auquel on est rattaché, donc GMDT, c'est environ 200 personnes au Club Med, donc au niveau corporate. Et au sein de mon équipe, donc on est environ une trentaine, on a, on va dire, un petit peu segmenté l'expérience utilisateur avec la partie qu'on appelle shopping. Pour les gens qui travaillent dans le retail, ce sont un peu nos pages produits à nous, sauf que nous, on vend des resorts. Après, on a toute la partie compte espace client et tunnel de réservation, qui est bien évidemment très important. Euh, je ne l'ai pas redire, mais pour avoir un ordre de grandeur à peu près, c'est 30% de nos ventes directes qui sont réalisées sur notre site internet et on a des marchés, ça peut aller jusqu'à 60%. Donc c'est vraiment un outil très très fort dans notre expérience utilisateur. Et après, en fait, on a une équipe application mobile qui va vraiment accompagner le client dans la préparation de son séjour et dans son expérience in resort. Donc notre application mobile ne sert pas à vendre des séjours Club Med, mais vraiment à l'accompagner. Et on a également deux équipes transverses qui nous accompagnent, qui sont les équipes UI UX et les équipes data et CRO qui viennent en transverse et qui viennent au sein de nos feature teams. Donc à chaque fois, on a PO, QA et développeurs au sein de ces différentes équipes que je viens de présenter. Merci beaucoup, Lisa. Et on va voir la suite juste d'ici quelques slides quand on zoomera sur un des cas d'usage. Alors, pour notre part, donc, Perfection, c'est une entreprise que j'ai créée donc, en 2014, il y a 11 ans. Ce qui nous caractérise, donc, on va dire, c'est trois éléments. Le premier, c'est de s'être impliqué depuis plusieurs années maintenant dans le numérique responsable. J'ai passé une partie de ma matinée sur les sujets de l'accessibilité. Et dans lesquels on va aussi retrouver l'éco-conception ou l'inclusivité, par exemple. Le deuxième, c'est qu'on s'est associé l'année dernière avec un acteur italien qui s'appelle Unguess, avec lesquels on a une belle complémentarité. Et donc, ça fait de nous un acteur européen, un groupe. Enfin, ça fait toujours un peu bizarre de le dire, mais c'est aussi chouette de pouvoir réaliser cette ambition internationale parce que c'était aussi notre réalité en termes de projet. Et on sait que ça apporte beaucoup de valeur, que ce soit pour évidemment des clients qui ont besoin de travailler à l'international, mais aussi même pour des clients dont le projet est franco-français. Et puis, on va avoir une double casquette, à la fois produit et expertise, puisque on a un mix en fait dans nos solutions entre notre propre plateforme de test, au sens assez large, je vais en reparler, et nos consultants experts. Et donc, on peut intervenir avec l'un ou l'autre, l'un et l'autre, en fonction des besoins de nos clients. Voilà, et ça, c'est assez rare. Ça offre beaucoup de flexibilité dans la relation qu'on peut avoir avec vous. Et bien sûr, on travaille voilà, pour des clients en B2B. On a quatre grandes thématiques d'intervention, donc tout ce qui est lié en amont, aux études de marché, à l'innovation, au lancement, à la connaissance client. La partie test utilisateur et optimisation UX, donc typiquement, c'est sur ces sujets qu'on a collaboré pour collaborer ensemble avec Lisa. Euh, et sur l'application mobile dont on va reparler d'ailleurs dans quelques slides. L'assurance qualité, autrement dit la chasse aux bugs ou les tests fonctionnels, et puis le numérique responsable dont je vous parlais avec voilà, l'accessibilité, c'est vraiment l'année, c'est 2025, c'est une très grosse charnière qui s'enclenche à la mi-année, puisque au 28 juin, on a une norme européenne qui s'impose dans tous les pays, donc ça devient extrêmement important, à la fois en France et dans
dans les pays européens. Alors, je vois des mains qui se lèvent et le chat, je rappelle que je ne vois pas pour l'instant ce qui se dit dans le chat. Je disais, si tu me dis qu'il y a quelque chose d'urgent, n'hésite pas. Et puis sinon, je vais continuer et à nouveau, on va prendre toutes vos questions, bien sûr, à la fin. Voilà, n'hésitez pas, voilà, si vous sentez que c'est extrêmement important de poser telle ou telle question pour qu'on comprenne bien, enfin, que les messages soient bien clairs. Alors pour en revenir à ce qu'on fait, et je vous le disais, on a à la fois une partie plateforme et une partie consultant chez Fairpexion. C'est quelque chose qu'on va retrouver aussi avec notre pratique de l'IA. Et en fait, ce slide, il est plus important qu'une simple page de pub. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi, puisqu'on a intégré un certain nombre de cas d'usage au sein de notre plateforme à travers la transcription, la traduction, la catégorisation, des analyses, des synthèses. Et puis, on va plutôt être du côté des missions qui sont conduites par les consultants sur d'autres cas d'usage qui sont peut-être plus expérimentaux et en tout cas qui reflètent justement cette échelle de maturité en fait des cas d'usage où on va avoir, donc vous avez bien observé la barre verticale au milieu, hein, elle est placée exactement au même endroit. On va avoir une première moitié à gauche des cas d'usage où on sait qu'on a beaucoup de fiabilité, et on va dire on a une bonne maturité de ce qu'on peut attendre et ce qu'on peut faire en termes d'IA. Et puis une partie à droite où on va considérer quand même qu'on est plus dans l'expérimentation. Maintenant, les choses, comme vous le savez, changent très très vite et cette ligne verticale, elle peut très bien se décaler d'un cran ou même de deux crans si on refait ce webinaire, ne serait-ce que dans quelques mois. On ne va pas les lister parce qu'on va repasser sur chacun de ces cas. Et puis aussi, je voudrais repasser la parole rapidement à Lisa. Et avant ça, pour introduire un peu la structure de ces cas que vous allez pouvoir retrouver, ben, à chaque fois, en fait, on essaie d'expliquer un petit peu en synthèse le décor. Donc la transcription et la traduction, bon, qu'est-ce que c'est? C'est assez littéral, hein. Je fais je conduis un entretien, mieux, je fais conduire un entretien par une de mes collègues en Italie et donc en italien. La transcription, ça va être tout le speech to text qui va être opéré, donc tout le texte de l'entretien qui va être disponible sur tel ou tel outil, donc Dovetail, qui est un acteur historique, ou chez nous sur notre plateforme Manguess. Et puis la traduction, c'est la possibilité, bah, pour moi, qui ne comprends pas encore assez bien l'italien, de typiquement disposer de ces textes traduits en anglais ou en français, par exemple. C'est quelque chose que nous, on a déjà fait avec plusieurs clients. Donc là, par exemple, j'ai mis Dior. Et on sait, et là, ça, c'est pas nous qui le disons, c'est sourcé, qu'on est sur des niveaux de confiance des transcriptions-traductions de 85 à 95% de niveau de confiance. Au plus possible, on essaie de vous donner ces éléments pour que vous voyez un petit peu comment l'échelle progresse, cette fameuse échelle des cas de maturité. Mais évidemment, une fois qu'on va passer dans la deuxième moitié, comme je vous l'ai dit, on est un peu plus dans l'expérimentation, donc on a beaucoup moins de stats, enfin, et en fait, on n'a pas de chiffres. Mais on a notre avis au moins dessus. Euh, L'organisation des données qui précède donc l'analyse, c'est des choses sur lesquelles on a aussi un niveau de confiance élevé. C'est souvent un petit peu, comment dire, entre guillemets, tiré par les cheveux. Néanmoins, en termes d'algorithme, c'est quand même un peu différent. Donc, c'est intéressant de le séparer. Et c'est toute la phase qui consiste à, on va dire, poser des étiquettes, à faire des regroupements par thématique et globalement à catégoriser les informations dont on dispose. En UX, c'est effectivement très souvent associé avec la partie analyse qu'on va pouvoir faire alors, soit avec des outils spécialisés comme Simento, soit même avec ce bon vieux ChatGPT, hein, et on sait que le niveau de confiance est relativement élevé. Et on a la chance donc d'avoir Lisa qui peut nous parler de sa pratique là-dessus. Ce que je vais juste te demander, c'est de me dire quand passer les slides pour que, voilà, pour qu'on soit le plus fluide possible. Et je le fais pour le premier. À toi. Oui, alors du coup, sur ce cas d'usage,
On se replace donc en 2023, on lance notre application mobile qu'on avait réinternalisée, qui était développée avant en externe. Euh, c'est une application du coup qui est utilisée environ par 7 clients sur 10 dans la préparation de leur séjour et pendant leur séjour. Une grosse majorité, voire quasiment exclusivité de téléchargement sur iOS. Et au moment où on lance l'application du coup en avril 2023, très rapidement, en fait, on se rend compte il y a eu deux écueils majeurs qui sont assez classiques lorsqu'on fait une réintégration d'une application en interne. On a voilà, fait de l'ISO fonctionnel, premier écueil. Et le deuxième aussi, on s'est vu un peu vite, on va dire trop beau. On avait une stack village qui n'était pas unifiée et qui nous permettait pas d'aller tout de suite où on voulait aller, notamment sur la partie intégration de nos upsells, donc tous nos add-ons à la carte. Et donc, finalement, une UX aussi qui répondait pas forcément aux besoins de nos clients. Et donc là, on s'est mis dans une approche assez classique de discovery pour écouter la voix du client avec un quali dans un premier temps pour voilà, écouter ce qu'il nous avait à nous dire et notamment aussi hein, les équipes en village qui sont, on va dire, en première ligne pour récupérer ces informations-là. Puis après, un questionnaire quanti ce qui nous a permis là, voilà, de quantifier un petit peu ces retours et de savoir quelles étaient les pistes sur lesquelles vraiment il fallait qu'on travaille. On a du coup réalisé de nouvelles maquettes. C'est là du coup que Fairfection nous a accompagnés pour vraiment tester en conditions réelles nos nouvelles maquettes, nos nouveaux cas d'usage, ce qui est pour nous toujours très important vu qu'en fait l'expérience en resort elle conditionne énormément de choses. Donc c'est pas, on peut pas faire tester finalement nos clients à distance, ce genre de choses. C'est vrai que euh, ne pas être plongé, immergé en fait dans l'expérience pourrait générer énormément de biais. Et en vrai, la vraie nouveauté ici, et aussi en toute humilité, pour nous, ça a été en fait de maintenir ce questionnaire quantitatif qu'on avait lancé au début, donc on a un petit peu retravaillé, parce que historiquement, on avait euh, majoritairement, on va dire, les notes sur le store, et en fait, un des vrais enjeux de cette application, comme je vous l'avais dit en introduction, c'est pas une application qui sert à vendre du séjour CodeMed, donc c'est vraiment une application qui est au service de l'expérience, et donc c'est ça qui est vraiment parfois pas évident lorsqu'on est sur un produit très dont la North Star métrique c'est de la satisfaction, c'est de réussir à isoler finalement sa performance. En quoi cette application va venir sublimer finalement mon expérience au spa ou mon expérience quand j'ai pu aller à mon cours de Zumba, etc. Et donc pour pouvoir isoler en fait réellement comment elle conditionne l'expérience au global, quel est son apport, et ben en fait le fait d'avoir maintenu du coup ce questionnaire, ça a été très intéressant pour nous. Et en plus, bon, les clients Clemed adorent donner leur avis. Donc très rapidement, on a eu environ 10% de taux de réponse, donc environ 2000 reviews par mois, donc avec des questions ouvertes et des questions fermées. Et donc, dans les questions ouvertes, ça aussi, on a été assez étonnés. On s'est retrouvé entre 500 et 1000 verbatim par mois à analyser. Et du coup, là, ça commençait à faire beaucoup. Et donc là, je veux bien qu'on passe à la slide d'après. Et donc là, ce qui concrètement, en fait, on a travaillé avec notre équipe data et intelligence artificielle en interne qu'on a au Club Med, un petit programme qu'on a fait, qu'ils ont développé dans BigQuery, qui allait du coup chercher l'ensemble des verbatims qu'on avait déposés tout simplement dans un Google Sheet, dans un environnement bien évidemment sécurisé, vu que ce sont des verbatims clients. Et après, on a travaillé, je dirais, environ 3 semaines sur le prompt pour optimiser en fait ce que l'on souhaitait. Ce qui était important pour nous, c'était, eh bien, on a utilisé du coup le ChatGPT en techno. Ce qui était important pour nous, c'était d'avoir les principales critiques sur chaque resort, parce qu'on en a environ une cinquantaine sur lequel on a déployé l'application. Et notamment parce que la réalité terrain, elle peut être parfois très différente d'un resort à l'autre, hein. Et c'était ainsi intéressant pour nous de demander au prompt, enfin, de nous donner une estimation des commentaires dits positifs ou négatifs par resort, et notamment les positifs, parce que c'est vrai que souvent, lorsqu'on regarde nos stores ou ce genre d'analyse, on a souvent un peu que les haters. Donc là aussi, ça nous permettait de nous dire, OK, on a aussi des gens qui nous font des commentaires positifs.
Et en fait, là, ce qui était super intéressant, c'est que c'est un peu devenu en fait notre nouvelle normalité avec des insights en fait qu'on pouvait partager, bah, bien évidemment aux équipes en resort, hein. Je ne vous cache pas qu'il y avait des sujets des fois aussi de pure contribution sur notre back-office, sur la manière dont ils pouvaient retransmettre certaines informations et qui pouvaient être bah, très précises, notamment d'un resort à un autre. On a eu aussi des exemples très concrets sur des erreurs de connexion qu'on pouvait revoir nous, enfin voir dans nos logs techniques et qu'on on avait du mal à analyser et du coup en regardant plus dans le détail les résumés que nous faisait donc de l'analyse sémantique que nous faisait ChatGPT donc sous ce format-là, on a pu comprendre de quel parcours exactement il s'agissait, de combien de personnes étaient finalement impactées, dans quelle ampleur, etc. Pareil, au niveau des cartes, ça faisait longtemps, on sait qu'on doit travailler sur la cartographie dans nos resorts. Bah, ça nous a permis aussi de reprioriser certaines fonctionnalités au sein de notre roadmap, etc. Parce que c'est ce qui remontait le plus dans les commentaires. Donc finalement, ça a changé la manière dont on travaillait avec les équipes UX, avec les équipes data et avec nos stakeholders. Et je veux bien qu'on passe à la dernière slide. Globalement aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça nous a permis en fait de confirmer et de quantifier des pistes initiées. Donc, comme je l'ai dit, qu'on avait fait des nouvelles maquettes, qu'on avait fait des tests utilisateurs, mais une fois qu'on a été on a mis aussi en prod notre nouvelle application. En fait, c'est bien évidemment qu'on va continuer à faire des tests utilisateurs in situ pour tester des choses, mais juste en fait post-lancement pour suivre dans le temps en fait les indicateurs clés liés à la satisfaction que nous on s'était donné comme métriques en fait à atteindre. En fait, c'était très simple en fait de pouvoir facilement suivre ça dans le temps en mode avant-après et on a vu tout de suite aussi une évolution dans les commentaires, dans l'analyse sémantique. Donc pour les product owners qui gèrent l'application, etc., c'est ultra puissant. Et ça nous permet aussi d'être très agile dans le futur parce qu'en fait, lorsqu'on a des fois aussi des demandes d'évolution, etc., on peut facilement adapter ce questionnaire et analyser certains éléments. Et je sais qu'on a encore pas mal de choses là-dessus. Et en tout cas, les résultats ont été assez positifs parce qu'on a énormément augmenté la satisfaction de notre application sur les indicateurs sur lesquels on était moins bon, qui étaient autour de l'information autour de nos resorts, qu'on a énormément amélioré. Et petite update aussi sur je ne sais pas si tu veux que je parle rapidement de Apple Intelligence. Ah, je vois qu'il y a des questions, donc je ne sais pas si je fais une petite pause questions ou si on les prend à la fin. On va essayer de les prendre à la fin, je pense. Ok. Non, il y en a pas tant que ça pour l'instant. Et donc, slide d'après, il y avait un petit focus sur Apple Intelligence. Alors, on en avait parlé, je pense, c'était plutôt cet automne, donc ça, Oui, ça c'était y même est. pas encore lancé aux US. Ça s'est lancé en France. Je sais que avec bah, la réglementation aussi, toutes les fonctionnalités d'Apple Intelligence ne sont pas encore arrivées. Et notamment que bon, j'ai lu pas mal d'articles et je crois savoir en tout cas que c'est pas aussi au niveau que ce qu'ils avaient pu annoncer et qu'il y a pas mal finalement de déceptions dans les différentes utilisations, enfin, parmi les utilisateurs qui ont pu commencer à travailler, vu que la promesse, elle était assez incroyable. Globalement, elle était autour de, bah, on va être en demain, nous, on développe des fronts sur notamment bah, les navigateurs, mais aussi les applications. Apple Intelligence, leur promesse, c'était de dire, bah, demain, en fait, vous n'allez chatter qu'avec une IA et cette IA viendra se nourrir de l'ensemble des applications qui euh, enfin, font partie de votre téléphone avec des données ultra personnalisées, donc votre appli bancaire, vos photos, vos messages, etc. Et donc donnera un niveau de réponse qui sera tellement personnalisé et adapté à vous que ce sera ultra puissant. Et comme beaucoup de gens ont des iPhones, forcément, voilà. Et ce qui avait été un peu la critique initiale d'Apple sur le fait qu'ils n'avaient pas été très loin sur les IA. Donc forcément, nous, en tant qu'entreprise qui bah, est en contact en direct avec nos clients, ça pose des vraies questions sur finalement quels vont être les nouveaux fronts, comment nous, on va venir demain nourrir finalement ces différentes IA. Est-ce que ça aura un impact? Quel va être le rapport de nos clients vis-à-vis bah, de nos fronts? Voilà, c'est un peu des questions qui restent encore clairement en suspens et que je balance un petit peu par rapport aux premiers résultats d'Apple Intelligence qui sont un peu mitigés. Ah, c'est aussi ça la grande aventure de l'IA, hein, c'est que ça bouge très vite. Exactement. Mais ces promesses-là, elles sont vraiment intéressantes.
de se dire que demain, on peut avoir une nouvelle façon de naviguer, en tout cas, qui passera peut-être pas par les apps, les sites, mais pas forcément en tuant les apps et les sites. Ça sera peut-être une alternative. Ça serait plus mon pari, mais en tout cas, je suis très curieux du futur. Merci, merci beaucoup, Lisa. Et je ne sais pas si tu voudras, n'hésite pas à partager aussi si tu vois des choses sur ces prochains slides. Euh, ce- un élément dont je voulais vous parler, donc sur la fin de l'échelle de maturité, ça va être la génération de contenu. Il me semble que c'est le dernier élément sur lequel on a un chiffre, et ce chiffre, il est un peu symbolique parce que c'est l'idée que on a à peu près deux tiers des professionnels de l'UX qui vont utiliser l'IA générative régulièrement, euh, et notamment pour générer du contenu. Donc, on ne sait pas s'ils en retirent une satisfaction, comme tes clients le font avec l'application mobile du Club Med. Cependant, déjà, bah, je me félicite du fait, enfin, on doit te féliciter en tout cas du fait que bah, tu fais partie des expérimentateurs heureux, heureuses voilà, d'avoir plutôt un ROI positif en l'occurrence. Donc, quand on repense au premier slide, vous avez su passer cette barre-là. Pour revenir à la génération de contenu, donc on va retrouver deux types d'éléments. Alors, un qui est plutôt orienté UX Research, plutôt côté test, et un qui est plutôt orienté UX Design, création de contenu. Et côté génération de protocoles, par exemple de guides de test, de scénarios de test, de questionnaires, ça c'est quelque chose pour l'instant où ce que nous on voit est un peu entre deux eaux. Ce que j'entends par là, c'est typiquement le témoignage qu'on a pu faire avec Roissy Pays de France. On a notre consultante Marie qui a essayé de comparer les deux approches. Donc de suivre son filon habituel de créer un questionnaire pour un sondage à destination des équipes internes de l'agglomération. Et en parallèle, de faire la même démarche, en l'occurrence en demandant à ChatGPT, mais ça aurait pu être un outil un peu plus spécialisé comme Start Question. C'est aussi toujours intéressant de voir à quel moment les outils sont vraiment différents, apportent une valeur ajoutée par rapport à un ChatGPT ou un DeepSeek, parce que c'est pas tout le temps gagné, en fait, on s'aperçoit qu'ils font quand même beaucoup de choses. Et ce que constatait Marie en faisant ce comparatif avec et sans ChatGPT, avec et sans IA, c'est qu'en fait, elle a plutôt perdu du temps avec l'IA parce qu'elle a dû repasser beaucoup de temps sur les prompts. Alors, on pourrait argumenter que à force d'habitude, elle saurait, comme tu disais tout à l'heure, Lisa, hein, aller plus directement au bon prompt et trouver des choses. Néanmoins, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et par contre, elle a trouvé que la démarche était quand même intellectuellement intéressante puisqu'il y a eu un échange aussi avec l'IA, là où elle était toute seule pour écrire son questionnaire dans l'autre cas. Dans l'autre cas, je vais sortir de la présentation pour vous montrer Visili. On est dans des exemples liés à l'UX design. Donc, ce qu'on va faire, alors vous voyez que là, on est pour le coup sur quelque chose de beaucoup plus riche. On n'est pas sur une interface textuelle. Et évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de créer avec l'IA. Donc, moi, je vais prendre un screenshot que j'ai pris d'une petite base de données Notion que je maintiens pour mes modestes activités sportives, alors faites ou en projet. Voilà. Je n'ai pas encore fait le GR20 ni l'ascension du Mont Blanc. Et là, on voit que something good is happening. Voilà, le temps que je parle, ça s'est bien passé. Et là, ça, c'est pas mal. Il faut quand même le dire. Il m'a repris, cette petite base de données, je l'ai faite avec Notion, donc no code, hein. Mais il m'a tout repris et là j'ai le contrôle sur tout ce que je veux. Voilà, donc je peux imaginer que ça, c'est des éléments qui sont propres à Notion qui m'intéressent moins à l'heure actuelle. Pareil pour le menu. Enfin voilà, je vais virer deux, trois choses. Bon, ça, vous allez me dire que c'est basique, mais je peux aller ajouter tout un tas d'éléments. Je dois avoir des templates de produits par exemple. Voilà, je vais remplacer la nouvelle page par ça. Boum, bon, j'ai une petite démo. Je pensais lui avoir dit déjà la dernière fois que c'était bon la petite démo, mais. Voilà, j'ai quand même beaucoup de contrôle, donc j'ai quelque chose qui est entre entre l'outil de prototypage et l'IA. Et par exemple, je vais mettre là, on va lui demander, est-ce que tu peux, can you add et
Bon, on va lui demander une image de sport. Est-ce que c'est quand même censé être une base de données autour de ça? Est-ce qu'il va trouver le contexte autour du Mont Blanc? Ah voilà, c'est désolé. Alors la dernière fois, j'ai réussi. J'avais dû prompter peut-être les deux éléments en même temps. Non. Je ne peux pas grouper. Je pensais que je pouvais grouper. Voilà, ça c'est les joies du direct. Mais je vais quand même vous montrer. Donc là, il n'a pas réussi à interpréter et j'ai eu beaucoup le cas, hein. Je dois encore chercher comment faire des bons prompts avec Visili. J'ai une autre personne dans l'équipe qui m'avait dit la même chose. Mais j'avais quand même réussi à le faire au moins une fois. Voilà, je lui avais dit, est-ce que tu peux ajouter une image ici? Et puis quand je lui avais dit, je voudrais une image de runner, c'est là où il a commencé à se tromper. Voilà. Mais en tout cas, c'est quand même prometteur. C'est quand même beaucoup plus riche en termes de conception. Mais finalement, le retour qu'on s'est fait avec ma collègue, c'était de dire, bah, finalement, l'outil est très bien fait en tant que tel sur la partie design et la partie IA, pour l'instant, apporte pas énormément de choses. Mais on imagine bien qu'ils ont une belle roadmap et que voilà, c'est à nouveau ce qui est vrai aujourd'hui peut être totalement différent demain. En tout cas, c'est un premier exemple. Vous pouvez trouver d'autres outils comme Visili qui sont un peu sympas, dont on voulait faire la démo pour donner du vivant à cette présentation. Pour aller un cran plus loin dans les cas d'usage, hein, vous vous rappelez cette échelle qui descend, voilà. Donc là, on a la génération de persona ou d'experience map, de user journey map, enfin voilà, toutes ces maps-là. C'est quelque chose dont on sait que Skoll a publié des cas clients, donc c'est pas notre client, mais eux ont présenté un cas avec UXpressia, je crois d'ailleurs. Et là, la clé, c'est vraiment d'alimenter, on revient à ce qu'on disait au début, c'est de donner suffisamment d'informations au modèle. C'est vraiment la qualité de l'information que vous allez donner qui va faire la différence, sachant que ben, c'est le rôle de l'IA quelque part d'aller compléter avec des informations qu'il peut trouver publiquement sur le web. Mais c'est quand même un travail de classification et de synthèse qui est fait. Et d'ailleurs, là encore, on voit des outils, enfin, Expressia c'est spécialisé, mais on pourrait le faire avec un chat GPT. Et puis, ah oui, pardon. Alors, je ne vais pas vous faire la démo avant le dernier cas d'usage de Gloat, mais c'est intéressant. On vous laissera aller voir par vous-même. Donc, dans cette démo qu'ils font avec Burger King, mais ça n'a pas tellement d'importance, on nous demande de nous exprimer sur notre expérience et comment on pourrait la rendre encore meilleure. Et la spécificité de Gloat, c'est que donc il va, alors première chose, vous vous y attendez, il va vraiment mener une conversation avec vous en fonction d'objectifs de recherche et d'un script, mais qui va vraiment, qui sont plutôt des grandes étapes qui vont être complètement adaptées. Il va vous relancer automatiquement, creuser des choses. Enfin, c'est euh, bien fait, franchement. Et la deuxième spécificité, c'est que vous vous exprimez à voix haute. Donc, on va vous demander d'autoriser votre micro et lui vous modère par écrit et vous répondez à l'oral. Voilà. Et c'est donc un cas où on remplace le modérateur par une IA. Alors, peut-être pas pour des choses très exploratoires, très profondes, mais sur des points bah, typiquement autour de la voix du client, où on cherche à recréer un peu de valeur, un peu de vivant, ça peut très très bien fonctionner. Ce qui nous amène donc à bah, l'exemple inverse. Au lieu de remplacer le modérateur, on va remplacer l'utilisateur par une IA. Et donc, c'est tout ce qui est autour de la prédiction d'insight. On va avoir des gens comme Synthetic Users, donc, dont le nom est, ben, est assez explicite, hein. On a un utilisateur synthétique, enfin, au sens anglophone du terme. Donc, on se rapproche complètement de l'intelligence artificielle ou Attention Insight. Et euh, alors, nous, notre point de vue chez Perfection pour l'instant, c'est qu'on est plus à générer des conversations fictives qui sont intéressantes, qui peuvent donner lieu à des hypothèses que vous allez pouvoir tester par la suite. Donc, ça a de la valeur. Néanmoins, on n'a pas remplacé l'utilisateur. Et puis, si je me réfère à la définition de ChatGPT de tout à l'heure, c'est bien la valeur perçue et vécue par les utilisateurs. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas précisé des utilisateurs humains, mais il me semble que c'est quand même dans cette définition-là. Néanmoins, en discutant aussi avec Thomas Caliman de Leroy Merlin il n'y a pas plus tard que 2, 3 semaines, on a un peu confronté nos points de vue et
expliqué que entre deux études, entre deux tests utilisateurs, il va faire tourner ce type d'approche et les résultats pour lui sont très bons et très cohérents avec ce qu'on va trouver dans les tests. Donc c'est quelque chose que je ne vous aurais pas forcément dit il y a quelques mois. Et là encore, on voit à quelle vitesse ça peut aller vite. Et même si c'est contre-intuitif, pourquoi pas, après tout, remplacer dans certains cas l'utilisateur humain par un avatar piloté par une intelligence artificielle et pouvoir l'interroger, ce qui évidemment ouvre des possibilités, typiquement, comme on le disait, en termes de fréquence des tests. Voilà, si vous voulez aller plus loin, on essaie de publier un maximum de choses. Ce webinaire en fait partie, bien sûr. Vous pourrez retrouver sur notre blog des articles de vulgarisation, le test qu'on a fait avec l'agglomération Pays Roissy de France, et sur notre chaîne YouTube également. D'ailleurs, je confonds, pardon, c'est sur la chaîne qu'on a le cas Roissy Pays de France. Et sur le blog, on a fait un test plutôt de protocole un peu plus généraliste. Et un grand merci à tous.